Voilà, donc la dernière intervention, et pas la moindre, c'est celle de Denise Alcara, donc qui va vous parler de différentes approches de thérapie génique qui sont actuellement en développement. Certaines sont déjà en clinique, comme je vous l'ai dit en introduction, certaines vont même être sans doute approuvées dans l'année qui vient, soit pour corriger les mutations, soit pour pallier les conséquences des mutations, et éventuellement, si on l'a introduit un petit peu, tenter de restaurer une partie de la perception visuelle avec une très bonne résolution. Donc Denise est chercheuse INSERM, et en particulier financée par l'Europe, et elle développe ces approches très innovantes. Je vous remercie, désolée pour ce contretemps. Je vous remercie beaucoup, José, de m'avoir invité et de me donner une opportunité de parler devant cette audience de prestige. Donc, contrairement à mes collègues Serge et Ramin, je vais essayer de vous parler des concepts un petit peu plus moléculaires. Donc, du coup, j'espère que je vais réussir à vous accrocher. Donc, je vais vous parler d'une approche de thérapie génique. Je vais essayer de vous donner une aperçu global de cette approche, là où on en est aujourd'hui et vers là où on veut aller. Donc, la thérapie génique, grosso modo, c'est l'utilisation de matériel génétique pour ralentir ou guérir la dégénérescence rétinienne, puisqu'on va parler de la rétine. En gros, l'image, c'est une pilule qui contient de l'ADN, et ce pilule-là, il va essayer de cibler certaines populations de cellules de la rétine et y apporter un jeune médicament qui va nous permettre de juste intervenir dans cette dégénérescence rétinienne qui va vers une cécité. L'idée le plus classique, en fait, lorsqu'on pense à la thérapie génique, lorsqu'on en parle, c'est le délivrance d'un gène thérapeutique pour pallier à la déficience d'une protéine qui n'est malheureusement pas produite au sein d'une cellule, puisqu'on a le gène qui est responsable de la production de cette protéine qui est muté. Du coup, on se retrouve avec une cellule qui doit produire une protéine qui a une certaine fonction très précise dans le fonctionnement de la rétine, qui n'est malheureusement plus là. Je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, il y a une maladie qui s'appelle l'amaurosis congénitale de Leber. Là, le gène responsable de cette maladie se localise dans l'épithélium pigmentaire, et c'est une isomérase qui s'appelle RPE65, et des mutations dans le gène codant le RPE65 dont lieu à une absence de cette protéine, donc ils arrêtent complètement la phototransduction. Donc du coup, c'est comme une voiture qui n'a plus d'essence, la rétine elle n'arrive plus à fonctionner. Donc l'idée de la thérapie génique qui a été poursuivie jusqu'en clinique, avec les premières publications cliniques qui sont sorties en 2008, propose d'utiliser un virus, notamment le virus adéno-associé, qui est un virus très très convenable pour faire un transfert de gènes thérapeutique, puisqu'il est associé à aucune maladie, il est très peu inflammatoire et très bien maîtrisé, et de combiner ce virus avec ce gène qui code le RPE65, et à la fin, on a un jeune médicament. Et jusqu'ici, on a 10 ans de recul dans ces études et il n'y a pas d'effet adverse et c'est même bénéfique. Donc, du coup, pour revenir sur le schéma moléculaire, effectivement, donc on a vectorisé le RPE65 par le biais d'un AAV, mais cet AAV a été introduit dans le RPE des patients grâce à une chirurgie sous-rétinienne. Donc ça paraît simple par rapport aux chirurgies décrites tout à l'heure. Là, on va juste faire un décollement rétinien simple et injecter la suspension virale sous la rétine. Et ce traitement a donné des très bons résultats, surtout chez les enfants. Mais même chez des patients adultes qui ont été traités, il y a eu des améliorations du champ visuel, du fonctionnement visuel, mais c'est surtout chez les enfants qui ont été traités précocement qu'il y a eu des bons résultats parce qu'on a réussi à intervenir avant que la dégénérescence est allée au-delà de là où on peut avoir des effets, des très bons effets. Et une autre bonne nouvelle qui était associée à ces premiers essais cliniques, ça a été que la réadministration dans l'œil contralatéral a été possible. Donc le système immunitaire nous a permis de pouvoir faire ça grâce au immunoprivilège ce dont on bénéficie dans le comportement oculaire. Et donc ces patients qui ont fait partie du premier groupe ont été injectés d'abord un œil pour voir s'il n'y a pas d'effet adverse et s'il y a effectivement des effets thérapeutiques. Et ils ont tous demandé qu'on leur injecte le second œil. Et là, ici, on voit que l'administration dans le second œil a aussi donné lieu à une amélioration du fonctionnement visuel. Par contre, ici, quelques mauvaises nouvelles par rapport à ces premiers essais cliniques. Une étude a montré que malgré l'intervention, donc malgré le fait que maintenant l'épithélium pigmentaire arrive à produire la protéine thérapeutique, la dégénérescence continue malgré tout.
Donc il y a plusieurs hypothèses pour expliquer ça, mais c'est quelque chose auquel il faut qu'on pense. Et c'est notamment là aussi que je voudrais parler de l'importance de l'intervention qui se fera plus tôt. Et le deuxième point qui a été négatif, c'était que la chirurgie en soi a été responsable de certains effets adverses qui ont été observés au niveau de la fovea. Donc du coup, les patients où il y a eu un décollement du fovea, de la fovea, il y a eu recouvrement de la vision en dehors du fovea, mais pas dans la zone fovéolaire à cause de l'architecture particulière de cellules photoréceptrices dans cette région. Donc du coup, ça a donné des axes en fait, qu'il faut poursuivre maintenant dans la recherche pour pouvoir remédier à ces problèmes de chirurgie complexe, mais peut-être par des approches moléculaires. Donc une question auquel je me suis intéressée, c'était d'essayer de faire des virus, des AAV, mais qui ne nécessiteront pas une administration sous-rétinienne, donc qui ne nécessiteront pas cette chirurgie complexe. Donc on a employé du design moléculaire afin de créer des variants de virus qui pourront faire ça. Et on a utilisé des mécanismes assez complexes pour faire une crible qui imite en fait le processus d'évolution dans la nature afin de trouver des variantes de virus adéno-associés, des AAV, mais qui ne seront pas comme le AAV2 qui a été utilisé en clinique, mais qui auront des meilleures capacités de propagation dans la rétine et de pénétration jusqu'aux couches les plus profondes de la rétine. Donc cette crible, il s'agit de générer des diversités de virus adéno-associés, donc des millions de variants, chacun avec une capside différente. Et après, on sélectionne uniquement les capsides qui arrivent à pénétrer dans la rétine, dans les couches les plus profondes. Donc en effet, en ayant fait ce crible, on a réussi à avoir une convergence de cette évolution dirigée vers un phénotype viral qui a été représenté ici par cette insertion de peptides dans une zone très particulière du virus, où c'est primordial en fait dans son interaction moléculaire avec les récepteurs qui vont conduire à l'internalisation de ce virus. Donc du coup, ce variant qu'on a créé, qui s'appelle CETAM8, qu'on a baptisé comme ça, arrive à pénétrer jusqu'aux couches les plus profondes de la rétine grâce à cette insertion qu'on a réussi à faire dans le capside. Et donc grâce à ça, maintenant on a un vecteur qui arrive à pénétrer la rétine d'une manière transrétinienne et panrétinienne. Donc du coup avec ce type de virus, nous n'avons plus besoin de chirurgie sous-rétinienne, on peut livrer les gènes thérapeutiques dans toutes les cellules de la rétine qu'on veut cibler. Donc maintenant, avec ce genre de progrès, et encouragé également par les résultats cliniques sur la morose congénitale, il y a eu plusieurs essais cliniques qui ont été mis en place sur le Stargardt, sur le Valley Usher, sur le rhinosinusitis, sur la choroïdomie, et même au-delà de la rétine, dans le neuropathie optique de Leber. Tout ça, c'est des essais cliniques qui sont aujourd'hui chez l'homme en clinique et en cours de route. Mais maintenant, je voudrais consacrer les dernières minutes de ma présentation pour vous parler de qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de cette approche très classique de on remplace un gène défectueux par un gène sain. Je veux juste vous évoquer la limitation en fait de ce concept où on va remplacer un gène qui est défectueux par une copie saine. Et on est limité parce que ça peut être appliqué uniquement dans les cas de mutations monogéniques et récessives. Et ça ne veut pas. Et les dégénérescences rétiniennes sont notorieusement complexes de point de vue génétique. Et si on voulait faire une thérapie génique comme ça pour chaque mutation, on n'en aura jamais fini. Et point de vue développement industriel, ça serait impossible à faire. Donc ce qu'on nous proposons à l'Institut de la Vision, c'est de mettre ça un petit peu du côté et se focaliser sur des thérapies géniques que nous appelons indépendantes des mutations. Quelles sont ces thérapies géniques indépendantes des mutations? Eh bien, il y a notamment deux catégories. Donc la rétine, soit on va utiliser la sécrétion de facteurs trophiques pour essayer de ralentir la perte de cellules photoréceptrices et les faire fonctionner le plus longtemps possible. Ou bien nous allons utiliser une approche de réanimation rétinienne en passant par l'optogénétique. Un petit peu plus de détails, donc une facteur trophique, notamment une rétinienne qui a été découvert à l'Institut de la Vision. C'est les travaux de José Alain Sahal et Thierry Léveillard qui ont démontré qu'il y a une facteur trophique qui est sécrétée par les bâtonnets qui est essentielle à la survie des cônes. Et cette facteur trophique est suffisamment petit pour rentrer dans le virus adéno-associé, à être vectorisé dans la rétine, des modèles de rétinopathie pigmentaire et promouvoir la survie des photorécepteurs à cônes lorsqu'il est sécrété par toutes les cellules de la rétine. Donc à l'image d'un paracétamol, ça ne va pas
s'occuper du problème. Lorsqu'on a mal à la tête ou on a une infection virale, on a le rhume, ça ne va pas remédier au problème à la source, donc ça ne va pas s'occuper du problème de la mutation, mais ça va juste faire en sorte que les cellules qui sont nécessaires pour notre vision diurne se sentent suffisamment bien pour arriver à exercer leur fonction et à voir. L'autre approche, c'est l'optogénétique. Donc, je vais juste évoquer rapidement ce que Serge a déjà dit. Donc, une fois que les photorécepteurs sont perdus, nous avons l'opportunité de stimuler la rétine par des implants rétiniens, mais il a déjà bien expliqué les limitations qu'on a avec cette approche. Donc, voilà, notamment la résolution, ça en est un. L'optogénétique, c'est une approche de thérapie génique qui permet de remédier à ça et qui nous permettrait d'avoir une résolution cellulaire. L'idée, c'est d'amener une gène, cette fois-ci, qui viendra des algues ou des bactéries, mais ce sera une seule protéine qui permet à des cellules rétiniennes de répondre directement à la lumière sans passer par une cascade de phototransduction. Donc l'idée, c'est d'emprunter ces opsines microbiales et les mettre dans des neurones de la rétine qui subsident par l'intermédiaire des virus adéno-associés. Et grâce à ça, nous allons pouvoir réanimer la rétine à une résolution très haute. Et grâce aux caméras et des systèmes de lunettes qui seront développés, qui vont permettre d'amplifier la lumière, nous allons pouvoir avoir une activation de ces cellules et réanimer le fonctionnement rétinien au mieux possible et avec un peu de chance, avec une meilleure résolution que ce que les implants peuvent faire aujourd'hui. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. C'était un petit peu plus long que prévu et je suis bien contente de prendre des questions si vous en avez. Bravo. Merci beaucoup. Tu veux poser une question? J'aurais bien voulu, mais là c'est vraiment trop fort pour moi. Vous nous avez parlé des variants de virus. Est-ce qu'ils sont injectés en intravitréen comme dans la deuxième solution ou est-ce qu'il y a un autre mode d'administration? Oui, ils sont injectés en intravitréen, c'est bon. Ouais. Pour la thérapie optogénétique, ils le sont. Je suis très séduit par l'idée de faire un traitement, une thérapie génique non spécifique, effectivement, parce que c'est dans le foie, on a un peu l'équivalent de ce que vous avez dans l'air, c'est-à-dire plein de maladies plus ou moins monogéniques, mais en fait elles ne sont pas vraiment monogéniques, et on n'arrive pas vraiment à les guérir pour l'instant par la thérapie génique. Et donc l'idée d'améliorer l'ensemble de façon non spécifique est très intéressante. Je ne crois pas qu'on ait essayé ça dans le fond. Oui, en fait, l'idée de dealer avec le phénotype plutôt que le phénotype, il est commun à plein de maladies. Donc, si on arrive à des solutions qui peuvent contourner le phénotype, eh bien, on arrive à remédier beaucoup plus de maladies. Vous avez parlé de l'antivirus à un moment, puis après il a disparu. Oui. Malheureusement, l'antivirus est un virus très infectieux et très bien. Il a été très bien étudié. Aujourd'hui, on a des variants qui sont safe, cliniquement parlant. Mais le problème, c'est que dans la rétine neurale, sa pénétration est très limitée. Donc, si on veut avoir un effet bénéfique sur toute la rétine, malheureusement, pour la rétine neurale, ce n'est pas la bonne solution. Est-ce que vous avez d'autres questions? Chez les enfants qui ont été améliorés. Chez les enfants qui ont été améliorés, est-ce qu'on a constaté une amélioration qui s'est poursuivie dans le temps? Est-ce qu'il y a eu des échecs? Combien de séries de patients ont été traités comme ça? Alors, je vais répondre, peut-être José va me reprendre. Donc, dans les 3 premiers essais cliniques, c'était 3 groupes de 3 adultes qui ont été traités et tous, ils ont eu des améliorations de fonction visuelle selon les différents tests. Le champ visuel, il s'est répandu. Mais malheureusement, au bout de 5 ans, il y a 2 équipes sur les 3 qui ont constaté que certains effets, ils n'étaient pas maintenus dans le temps. Après, chez les enfants, jusque-là, les nouvelles sont bonnes, mais il n'y a pas eu encore, on n'est pas arrivé à des stades aussi avancés. Donc, notamment un des 3 enfants qui a été traité, il a eu des effets très prometteurs. C'est-à-dire que c'est un enfant qui était complètement assisté, quasiment aveugle, alors qu'il est passé de ça à pouvoir vraiment assister à un cours, écouter, lire le tableau, jouer même à baseball, d'après ce que j'ai entendu. Peut-être José, donner un peu plus de raison. Donc il y a eu maintenant une phase 3 qui a été conduite chez les enfants. Donc les résultats ont été présentés l'année dernière. Il y a plusieurs dizaines d'enfants qui ont été traités dans la dernière phase et les résultats sont assez prometteurs. Alors
Alors, c'est pas toujours la lecture, c'est la déambulation, comme ça a été évoqué. Donc, il y a des tests. La FDA avait demandé de démontrer dans le comportement visuel, pas seulement dans des tests faits à l'hôpital. Et aujourd'hui, c'est considéré comme une approche suffisamment valide. En fait, c'est le point d'intervenir tôt par rapport à intervenir tard. Les études où une perte de vision a été observée secondairement, ce sont souvent des études faites chez l'adulte à des stades relativement avancés. Et on peut penser que quand on intervient trop tard, les cellules ont déjà entrepris un processus de dégénérescence qu'on ne peut plus arrêter. Si on intervient plus tôt, il y a quand même des chances de restaurer une partie de la fonctionnalité. Il faut dire aussi que ce gène-là est très particulier parce qu'il est dans une cellule de soutien, l'épithélium pigmentaire, pas dans les cellules photoréceptrices et cellules neurales. Aujourd'hui, les thérapies géniques sur les cellules neurales, nous on en a 3 en cours au 15-20 en ce moment. Il y en a un qui est particulier parce qu'on a bien montré maintenant sur on a fait 15 patients, ceux où c'est fait tôt, il y a un bénéfice net. Ceux où c'est fait tard, le bénéfice est beaucoup moins important et plus discutable. Donc il y a aussi ça qui est une des limites importantes. C'est pour ça que les approches indépendantes du gène qui peuvent être proposées plus tard dans l'évolution de la maladie ont sans doute une pertinence plus importante. Ce que juste je vais rajouter peut-être, l'important c'est quand même de savoir que la thérapie génique en soi, le virus qui délivre l'ADN, il y est pour de bon dans ces cellules qui ne se divisent pas. Donc en principe, si on intervient suffisamment tôt et on a une phénotype qui est favorable et toutes les conditions sont bonnes, normalement c'est une seule thérapie pour le reste de la vie du patient. Donc c'est quand même quelque chose de très prometteur. Monsieur le Président, si vous me permettez de revenir sur la communication de Laurent Laroche, voilà, et qui a parlé du pape Jean XXI. Voilà, cela me permet de dire que c'est un médecin arabe, Ibn Hazm, qui, le premier, a dit que les rayons venaient de l'objet vers l'œil et non pas de l'œil vers l'objet. Ça a été une très grande découverte pour l'époque. Merci de cette précision qui fait un peu d'œcuménisme dans notre communauté. J'en suis particulièrement content. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je trouve qu'on a assisté, d'abord je vais vous féliciter, vraiment c'est... Une petite question complémentaire, je ne sais pas si c'est vous ou c'est M. Rico, mais j'allais dire vraiment, on fait les essais plutôt aux États-Unis qu'en France. En fait, aujourd'hui, on a le problème des agences de régulation, c'est-à-dire que même quand tout a été fait dans les conditions optimales, le temps de réponse aujourd'hui, vous savez que les restructurations itératives de la Haute Autorité de Santé, de l'Agence nationale de sécurité des médicaments, il y a de moins en moins d'experts, de moins en moins de possibilités d'avoir des réponses, et aujourd'hui, les délais de réponse aux États-Unis ou en Angleterre sont à peu près le quart des délais de réponse en France. Et comme en plus chaque réponse remet l'horloge au départ, et donc ça reprolonge de 3 mois ou 6 mois, aujourd'hui nous sommes confrontés au fait que des innovations développées en France, les essais ne vont pas forcément se faire alors que les malades sont là, que tout est possible et que toutes les conditions de sécurité, bon, je ne pense pas que la FDA soit particulièrement plus permissive que l'Agence nationale de sécurité des médicaments, ni que les Anglais pensent mettre en danger leur population. Mais aujourd'hui, c'est un des problèmes auxquels nous sommes confrontés et comme quand vous avez un partenaire industriel, c'est difficile de lui dire qu'il faut attendre 1 an de plus alors qu'il y a la possibilité de le faire. Donc aujourd'hui, nous espérons quand même que les essais vont se faire en France, ils vont se faire, mais il est possible qu'ils se passent un petit peu en décalé par rapport à d'autres pays, pas moins civilisés à mon avis. Et vous avez quand même des essais en France pour l'instant de thérapie génique, voilà. Oui, on en a plein, on a la neuropathie des verres, il y a beaucoup d'essence, l'implant cancer a été testé en France. Écoutez, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier tous. C'est vraiment une très très belle démonstration de ce qu'est devenu la chirurgie ophtalmologique.